Il est 23h, bonsoir à tous et merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Le Premier ministre Patrick Cachy a pris part au Forum économique mondial de Davos, c'est en Suisse. Au cours de ce forum, il a accordé plusieurs audiences, une mission fructueuse dans l'ensemble. Patrick Cachy, le chef du gouvernement, a fait le point de cette mission. On en parle en début de journée. Comment avancent les travaux de construction de l'échangeur de Williamsville-Macassie ainsi que l'aménagement du rond-point de la mairie d'Abobo? Pour le savoir, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est rendu sur les chantiers de construction de ces infrastructures. A noter le satisfecit du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier quant à l'évolution de ces travaux. Au Burkina Faso, les corps de 4 des 8 mineurs qui étaient portés disparus depuis le 16 avril dernier suite à une inondation dans la mine de Percoa ont été retrouvés dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Les opérations de recherche se poursuivent afin de retrouver les corps des 4 autres mineurs. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous et merci de nous suivre. Le Premier ministre Patrick Cachy, nous le disions à l'instant, a fait le point de sa mission au Forum économique mondial de Davos en Suisse. Une mission fructueuse qui aura permis de partager avec de hauts responsables politiques et économiques du monde entier la vision 2030 du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Suivons ensemble ce point de Alexis Ouedraogo. La délégation ivoirienne au Forum économique mondial de Davos poursuit connexion et échanges. En marge des rencontres du Premier ministre, le ministre des Transports a pris part à plusieurs panels portant entre autres sur le rôle et la gestion du transport aérien en période de crise, la compétitivité des ports, mais surtout l'amélioration de la mobilité des populations. Sur la mobilité, le prolongement de la COP15, il a été essentiellement question de transport vert, la digitalisation, comment le numérique contribue à faciliter, à améliorer le transport, la mobilité. Mais également, il nous a été demandé de partager notre expérience en ce qui concerne la sécurité routière, l'utilisation du digital pour améliorer la sécurité routière. Donc c'était un exercice intéressant. Nous avons aussi, en dehors d'apporter notre contribution, appris et rencontré quelques partenaires privés avec qui nous allons poursuivre les discussions. Sécurité alimentaire, crise en Ukraine, flambée généralisée des prix. Pour la présidente de la Commission européenne, la coopération internationale est l'antidote mondial. Patrick Cachy salue la richesse de ce rendez-vous et les grandes orientations du monde, mais au-delà, promeut la vision 2030 du chef de l'État Alassane Ouattara. Nous avons eu également l'occasion de rencontrer naturellement les partenaires au développement, auprès desquels nous avons fait un plaidoyer pour la mobilisation de ressources concessionnelles beaucoup plus importantes pour adresser un certain nombre de défis majeurs auxquels nous devons faire face, comme ceux de la sécurité et ceux de la création d'emplois pour nos jeunes, et ceux des investissements importants que nous devons faire sur des infrastructures sociales pour permettre, comme le veut le chef de l'État, de donner aux Ivoiriens et aux populations, donc en Côte d'Ivoire en général, un niveau de vie décent et un confort de vie compatible avec leurs attentes. Le pays qui abrite la CAN 2023 a aussi reçu les encouragements des responsables du football mondial. Nous avons également rencontré des partenaires sur des questions comme l'organisation prochaine de la CAN en Côte d'Ivoire. Nous avons pu rencontrer les responsables au niveau mondial, donc le président de la FIFA ainsi que le président de la CAF, pour échanger sur ce que nous étions en train de faire et sur leurs attentes. Je pense que sur cette question également, nous étions parfaitement en phase. Ils étaient relativement satisfaits de ce que nous faisions à Abidjan. Le Forum économique mondial de Davos referme ses portes le 26 mai prochain. La semaine africaine de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui se tient à Paris en France, est achevée ce 25 mai. Cet événement aura permis aux exposants venus des 4 coins de l'Afrique de proposer plusieurs articles Made in Afrique. Nos envoyés spéciaux, justement, à ce forum, Walter Amadou Ouattara et Adama Kéré. Plusieurs activités agrémentent l'édition 2022 de la Semaine africaine à l'UNESCO à Paris. Pour ce jour, nous vous invitons à nous suivre dans les stands. On y trouve toutes sortes d'articles, fruits des efforts physiques des braves paysans et paysannes. L'imagination et la créativité des artisans du continent. Même si l'adage dit « le cordonnier est souvent mal chaussé ». Cependant, une fois n'est pas coutume. Intéressons-nous
aux transformatrices ivoiriennes. On fait la promotion de nos transformatrices. Et donc on a pris des éléments de chaque créateur pour venir présenter ici à l'UNESCO, que le monde sache qu'en Côte d'Ivoire également, nous avons des jeunes qui font de belles choses. Nous proposons les dérivés des céréales, toute la panoplie de nos céréales locales, le mil, le maïs, le riz, le sorgho, le soja. Et ce qui est important et sur lequel je voulais insister, c'est que ces farines locales sont naturelles, sont sans gluten et surtout, on peut les utiliser pour faire la pâtisserie. Par rapport à la crise de l'Ukraine, c'est une raison de mettre en avant nos céréales locales. L'Organisation pour la promotion de l'entrepreneuriat industriel féminin en Afrique, représentée par Cécile Kouassi, ambitionne labelliser la ticket de Côte d'Ivoire. J'ai mis au point un procédé qui a stabilisé la ticket frais de Côte d'Ivoire, qui l'a fait passer de quelques jours à 2 ans. L'intention de déposer au patrimoine de l'humanité la tchéké, comme le Sénégal l'a fait pour le tchèp. Nous faisons la promotion de la chaîne de valeur du manioc en Côte d'Ivoire. L'art occupe également une bonne place à cette exposition. Je suis à ma 2e participation à la Semaine africaine de l'UNESCO. Et pour cette édition, je représente 4 autres artistes qui ont été sélectionnés et ça se passe bien. C'est bien qu'il y ait des salons spécifiques qui soient centrés sur l'Afrique. Et du coup, là, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi. Et je pense que c'est un combat général et global. Il faut soutenir ce type d'initiative. Entre 2 rendez-vous de travail, des conférences inaugurales, les officiels trouvent un laps de temps pour encourager les exposants. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Kone, représentante du président de la République, Alassane Ouattara, au patron de cette édition, laisse entrevoir une bonne impression. Françoise Remac, ministre de la Culture et de la Francophonie, invite les artistes à davantage croire aux opportunités qui leur sont offertes. Ces artistes, effectivement, nous représentent dignement, puisque leurs talents sont reconnus aujourd'hui à l'UNESCO. Ils sont aussi reconnus dans le monde. Grâce à eux, la Côte d'Ivoire rayonne dans toute sa dimension et notamment dans sa dimension artistique et culturelle. C'est aussi la célébration du leadership de la Côte d'Ivoire qui est reconnue à travers le président de la République. Je suis très heureuse d'avoir fait cette visite du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Toute l'Afrique est représentée dans toute sa diversité culturelle et c'est magnifique. Le cacao, le pagne tissé et leurs dérivés, ainsi que des bijoux traditionnels made in Côte d'Ivoire et bien d'autres, rien n'a été laissé pour compte. Tout a été exposé pour mettre en lumière, une fois de plus, l'expertise ivoirienne et la Côte d'Ivoire qui avance. Gigi Ayokwe, c'est le nom que porte le tam-tam parleur du peuple évrier déporté en Europe durant la période coloniale. Il jouera un rôle très protecteur. Selon les sachants, comme plusieurs œuvres d'art, il sera restitué à la Côte d'Ivoire conformément à la décision du président français Emmanuel Macron de restituer au Bénin 26 œuvres pillées en 1892. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est aussi concerné par cette restitution. Gigi Ayokwe est le premier objet sur la liste du retour au pays natal, mais avant la confirmation de la date exacte de cette rétrocession, une délégation ivoirienne conduite par le ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, a fait le déplacement au musée du Quai Branly à Paris afin de s'enquérir de son état de santé. Moment d'intense émotion pour le porte-parole des chefs Bidjan, chef traditionnel évrier, qui était au nombre de la délégation. Envoyé spécial à Paris, Walter Amadou Ouattara. Ceux qui le découvrent pour la toute première fois, le voici, le tambour parleur et protecteur du peuple Bidjan. Il a été arraché dans la période coloniale au patrimoine ivoirien. Nos parents nous en parlaient. Ils nous expliquaient que c'est grâce à ce tambour qu'ils avaient eu la domination sur toutes les tribus voisines. Et grâce à ce tambour, ils ont pu garder leurs terres et toutes les forêts qui sont dans la région d'Abidjan. C'est grâce à ce tambour-là que le roi Ashanti Osei Tutu gagnait les guerres. C'est un objet qui a été arraché aux autochtones du village d'Adjamé en 1916 qui refusaient de prendre part aux travaux de traçage de la route qui allait d'Abidjan à Boboté. Et donc, chaque fois que le colon venait, il ne trouvait personne pour prendre part à ces travaux-là. Après renseignement pris, il s'est rendu compte
que le tambour donnait l'information de la position du colon. Après moult affrontements, le tambour a été l'objet de capitulation du peuple Achan. Et le tambour donc, qui a été arraché en 1916 ne va pas être transféré directement en France, mais va aller dans les jardins du gouverneur Marc Simon et ça va rester jusqu'en 1930 où ça va rejoindre la collection du musée de Trocadéro. Dans quel état se trouve-t-il? Le tambour a subi plusieurs infestations, notamment par les termites, sur sa base et sur la partie au niveau du léopard, qui va nécessiter une consolidation à cœur par injection de résine, de manière à ce qu'il puisse voyager, ce qui est rendu nécessaire aussi par son poids important, il pèse 430 kg. Cet objet d'art fait partie des 148 œuvres qui vont officiellement revenir en Côte d'Ivoire. Ambassadeur en France, Maurice Bandama ne cache pas sa joie, celle de voir aboutir les efforts consentis. Nous sommes heureux aujourd'hui que ce bien que nous avons traité à travers les documents, on peut dire à travers la fiction, soit aujourd'hui une réalité. Il est là en raison de la qualité des relations entre la France et la Côte d'Ivoire, de la qualité des relations entre le président Alassane Ouattara et le président Macron. Nous espérons que toutes les procédures seront faites pour que ce monument retrouve la terre de ses ancêtres, puisque le peuple de Côte d'Ivoire, le peuple bidian, le peuple akan l'attend et le retour de ce bien va consolider la cohésion. La ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Rémac, s'est prononcée sur le mode de traitement de ce tambour. Un traitement qu'elle souhaite approprier à la nature originale de l'objet. Les chefs de la communauté seront partie prenante et c'est eux qui finalement nous guident et qui nous instruisent de ce que l'on peut faire et de ce que l'on doit faire. Et ce travail se fait dans une étroite collaboration avec les équipes du Quai Branly que je remercie. La volonté de la partie ivoirienne, c'est qu'il rentre avant la fin de l'année. Nous sommes totalement conscients que ce retour se fait dans le cadre d'un processus législatif. Donc il y a une actualité française qui fait que nous devons attendre que la nouvelle Assemblée nationale soit installée. Mais nous espérons, et compte tenu de la qualité de la relation entre la France et la Côte d'Ivoire, que ce processus, évidemment, aboutira d'ici la fin de l'année. Une visite guidée du musée du Quai Branly Jacques Chirac a permis à la délégation ivoirienne de s'imprégner de la qualité de conservation et de la quantité d'œuvres d'art exposées dans ce lieu en France. Et loin des champs culturels, une délégation d'hommes d'affaires de la Corée du Sud a été reçue ce mercredi par le président du Sénat, Aoussou Diogeno. La délégation séjourne en Côte d'Ivoire dans le cadre du renforcement de la coopération sud-sud. Kader Sokodoko. Des hommes d'affaires sud-coréens en compagnie de partenaires ivoiriens reçus par le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, au siège de l'institution à Yamoussoukro. La Côte d'Ivoire, sous l'auspice du président de la République, Alassane Ouattara, facilite l'accès du pays aux investisseurs. Le nouveau PND qui est en cours, une place de choix est faite aux investisseurs privés, et surtout les investissements privés dans les régions et dans les districts. Donc, en nous souhaitant la bienvenue, la Côte d'Ivoire entend tirer avantage de cette coopération. Plusieurs domaines intéressent la Corée du Sud. Différents domaines sont simples. Il s'agit notamment de l'énergie solaire, de l'agriculture, du médical, du textile, des secteurs porteurs qui peuvent participer au développement de nos régions. Le district autonome des lacs a des opportunités à présenter. Cette rencontre fut le cadre idéal pour le faire. Le district autonome des lacs est une zone agro-pastorale et nous avons échangé avec eux et nous avons eu des pistes qui pourraient bien entendu venir en plus en termes d'investissement dans notre district autonome. La Côte d'Ivoire est le premier pays africain à reconnaître la souveraineté coréenne. Le pays, depuis 1961, entretient des relations diplomatiques avec la Corée. L'arrivée de ces investisseurs s'inscrit dans le modèle de coopération Sud-Sud. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine de la diaspora, Kandia Kamisoko Camara, a reçu les lettres de créance de Cécile Compaoré Zoungrana, représentante résidente du bureau pays de l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour les populations. Reportage.
Le Fonds des Nations Unies pour la population a une nouvelle représentante en Côte d'Ivoire, Cécile Compaoré-Zungrana. Elle a présenté ses lettres de créance à la ministre d'État, Kandia Kamisoko Kamara. UNFPA, c'est l'agence des Nations Unies spécialisée dans les questions de santé de la reproduction, les questions de données, les questions de promotion de genre. Ma mission ici, c'est de continuer la très bonne relation de collaboration qui existe entre UNFPA et le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que l'UNFPA permet aux jeunes filles qui commencent leur scolarité d'aller plus loin dans leurs études parce qu'elles sont encadrées et surtout permet aux femmes de mieux jouer leur rôle d'agent de développement de la Côte d'Ivoire. Le Fonds des Nations Unies pour la population mène également des actions dans le domaine de la formation des travailleurs de la santé, de la lutte contre les violences basées sur le genre et l'abandon des mutilations génitales. Cécile Compaoré-Zungrana, ressortissante du Faso, capitalise plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de la population. Elle arrive en Côte d'Ivoire après une mission au Sénégal où elle a occupé le poste de représentante résidente entre 2018 et 2022. Un reportage de Laure Goretti commenté pour vous par Abou Sanogo. Cette question, mesdames et messieurs, comment avancent les travaux de construction de l'échangeur de Williamsville-Makassi ainsi que l'aménagement du rond-point de la mairie d'Abobo? Pour le savoir, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est rendu sur les chantiers de construction de ces infrastructures. Ces travaux qui suivent une bonne progression selon le ministre Amédée Kouakou qui avait à ses côtés le maire de la commune, Kandia Kamisoko Kamara. Lancine Bakayoko. Première escale de cette visite de chantier, l'échangeur de Makassi à Williamsville. La construction de cet échangeur marque le démarrage d'une série de 3 à Abidjan, notamment à Yopougon-Sable et Riviera Faya. Seconde escale, rond-point d'Abobo, où les travaux d'excavation sont quasiment achevés et le tunnel se laisse découvrir fièrement. Nous sommes très heureux parce qu'en dehors du tunnel, il va y avoir une belle esplanade en haut, qui pourra donc permettre à toute la population de venir participer à des fêtes avec Madame la ministre d'État, qui est maire de la commune d'Abobo. Ces 2 ouvrages d'art présentés au ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier répondent à une véritable stratégie de développement du district d'Abidjan. D'autant qu'ils s'inscrivent dans un vaste ensemble d'aménagements visant à fluidifier la circulation vers Abobo à Niamey et même vers l'est de la Côte d'Ivoire. Un bassin d'emploi, une niche économique pour Abobo. Beaucoup de nos populations ici travaillent dans les autres communes d'Abidjan. Donc ce sont ces populations, ces travailleurs qui pourront arriver à temps, à l'heure, dans les autres quartiers pour aller faire leur travail. Afin d'alléger la souffrance des usagers de ce tronçon très fréquenté, d'autres voies de dégagement devraient être ouvertes dans quelques jours. En attendant, Kandia Kamara en appelle au civisme et à la compréhension de ses administrés. Nous demandons l'accompagnement de la population, le soutien de la population, pour leur dire que nous sommes là au travail pour faire en sorte que les Abobolais et Abobolaises soient encore plus fiers d'habiter la commune d'Abobo. D'autres chantiers sont en cours dans la périphérie de la capitale économique, des chantiers qui montrent bien l'engagement du gouvernement à améliorer la circulation dans le Grand Abidjan. Dehors de ce projet, il y a l'autoroute de contournement d'Abidjan qui est en train d'être faite. Donc de partir depuis Cocody, contourner tout Abidjan pour arriver au carrefour Jacquesville, en traversant bien sûr la route d'Alépé, la route d'Adzopé, l'autoroute du Nord pour arriver donc au carrefour Jacquesville. Le plan d'urgence de la commune d'Abobo-Puka prévoit des investissements de l'ordre de 174 milliards de francs CFA. La Poste de Côte d'Ivoire a reçu la visite du ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Cette visite du ministre de la Communication et de l'Économie numérique s'inscrit dans le cadre de la tournée qu'il a entamée le 18 mai dernier dans les sociétés d'État sous sa tutelle. Le ministre a rassuré le personnel de la Poste de l'engagement du gouvernement à travailler à la redynamisation du secteur par l'application de textes régissant les activités du secteur de la Poste. Frédéric Olaï et Franck Quadio. Trècheville. La direction générale de la Poste de Côte d'Ivoire reçoit son nouveau ministre de tutelle, reconduit à la tête du ministère de la Communication avec un département supplémentaire. Amadou Koulibaly, ministre de l'Économie numérique, rencontre les agents de la Poste de Côte d'Ivoire. Une visite d'espoir pour ces agents en proie à d'énormes difficultés.
Il faut définir le nouveau modèle économique, mais surtout il faut se réinventer. Et donc ça pose quelques problèmes conjoncturels. Et à la Poste de Côte d'Ivoire, nous en avons. Et avec Monsieur le ministre, nous avons présenté des pistes et des solutions pour sortir de cette situation difficile. L'idée principale, c'est que nous puissions passer d'une administration postale à une société de logistique et de digital pour être plus au service des concitoyens. Depuis 10 ans, la société postale de Côte d'Ivoire connaît des problèmes de trésorerie dont les conséquences sont entre autres l'endettement et le non-paiement des salaires. Cette visite est donc une opportunité selon le ministre de la Communication et de l'économie numérique qui a rassuré les postiers quant à sa volonté de redynamiser le secteur. La Poste a un énorme potentiel et nous nous sommes engagés à accompagner donc la direction générale dans la mise en œuvre des solutions qui permettraient de transformer ce potentiel-là en action, en réalisation. Nous allons avoir des séances de travail technique afin de voir comment redynamiser la Poste, comment l'innover et comment faire en sorte qu'elle puisse réaliser tous les énormes potentiels dont elle dispose. Après les civilités, le ministre Abadou Koulibaly a visité les services de gestion des boîtes postales, de l'acheminement, le réseau d'exploitation et le chef du centre de tri. Objectif, toucher du doigt les conditions de travail des agents. La police forestière et de l'eau est un maillon essentiel du ministère des Eaux et Forêts dans la quête de la reconquête du couvert forestier. Dans le cadre d'une visite de travail, Laurent Tchagba, autorité de tutelle, s'est rendu à la direction de cette unité dans la commune de Cocody-en-Gré pour expliquer justement à ces hommes sa vision et s'imprégner de leurs préoccupations. C'était en présence de notre reporter, Franck Quadio. Dans cette ruelle, une ambiance singulière. Des agents de la police forestière et de l'eau accueillent l'autorité de tutelle. Forte de 150 hommes, cette direction a un rôle stratégique. La direction de la police forestière et de l'eau est chargée de surveiller et de contrôler le domaine forestier de l'État, des collectivités et des particuliers et de les préserver contre les défrichements. Elle est également chargée de faire respecter la réglementation forestière, faunique et des ressources en eau. Présentation faite, étape suivante, le tour du propriétaire. Le ministre s'imprègne des difficultés techniques et matérielles, mais aussi des problèmes de mobilité de ces hommes, ce qui n'a pas été un frein, selon le responsable de cette direction, à l'obtention de quelques acquis. Le traitement à ce jour de 159 procès-verbaux dressés sur l'ensemble du territoire national. La saisie de 19 pièces d'ivoire mises sous scellé dans les locaux de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale, l'UCT, avec l'interpellation de 2 braconniers et de 2 trafiquants. Le travail abattu est reconnu par le ministre Laurent Tchagba, qui promet répondre avec efficacité aux préoccupations de ses agents, non sans leur rappeler leur mission. Et nous avons la responsabilité de faire en sorte que la forêt, au lieu de disparaître, la forêt rebondisse et que la Côte d'Ivoire réverdisse. Une Côte d'Ivoire plus verte, l'ambition est de reconquérir notre couvert forestier. À l'horizon 2030, à hauteur de 6 millions d'hectares. C'est un défi majeur et pour le faire, il faut pouvoir avoir une police dynamique. Et c'est pourquoi je suis venu aujourd'hui rendre visite à ma police pour les galvaniser au rassemblement, à la cohésion, mais surtout à développer des actions. D'autres visites à plusieurs démembrements de son ministère sont au programme du ministre des Eaux et Forêts. À suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 25 mai 2022 28 nouveaux cas de Covid-19 sur 931 échantillons prélevés, soit 3% de cas positifs, 14 guéris, 0 décès. À la date du 25 mai 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 82 116 cas confirmés, dont 81 252 personnes guéries, 799 décès et 56 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 518 711. Le 24 mai 2022, 4018 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 12 761 611 doses du 1er mars 2021 au 24 mai 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19 qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire.
On continue de parler de santé. Direction Genève, réélu à plus de 90% pour un second mandat. Le directeur général de l'OMS s'est adressé aux 194 délégations réunies au Palais des Nations à Genève. Dr Tedros Adhanom a présenté son programme pour améliorer la santé mondiale les 5 prochaines années. Envoyé spécial, Victorine Yaoyoboué. Quelques larmes versées qui pouvaient traduire le soulagement et la reconnaissance du directeur général de l'OMS à ses pairs pour ce deuxième mandat à la tête de l'institution. Passé ce petit moment d'émotion, Dr Tedros Adhanom déroule son programme pour ces 5 prochaines années. En ligne de mire, l'amélioration de la gouvernance dans le domaine de la santé, la promotion de la recherche et de l'innovation, la gestion de l'impact du climat sur la santé et la promotion de la santé primaire. La Côte d'Ivoire, qui a soutenu la candidature du directeur général de l'OMS, adhère à ses priorités. Je pense qu'en très peu de temps, en moins de 5 ans, il a fait des réformes importantes au niveau de la santé. C'est bien volontiers que la Côte d'Ivoire a donné sa caution pour l'élection de ce nouveau directeur qui va continuer pour 5 ans encore ce mandat à la tête de l'Organisation internationale de la santé. Les priorités édictées donc, dans son discours coïncident avec nos priorités, notamment la couverture maladie universelle, avec le renforcement du système sanitaire pour qu'il soit résilient et capable donc d'affronter les défis futurs, notamment la riposte face aux pandémies, mais également donc d'amélioration donc de la santé primaire et la densification du réseau de soins de proximité pour couvrir les maladies les plus courantes dans notre pays. Le docteur Tedros, comme il aime à se faire appeler, le visage de ce spécialiste du paludisme, incarne, on peut le dire, la bataille de l'Organisation mondiale de la santé contre la plus grave pandémie depuis un siècle, la Covid-19. Il a rendu un vibrant hommage à ses collègues qui n'ont pas reculé au péril de leur vie. Originaire du Tigré en Éthiopie, le directeur général de l'OMS dit être un enfant de la guerre, car le Tigré a connu une guerre similaire il y a 50 ans. Son frère serait mort faute de médicaments. Cela explique son combat contre la guerre quand la maladie fait déjà des dégâts. Les meilleurs élèves du lycée moderne de Beaunois ont été célébrés ce mercredi en présence des acteurs du système scolaire. C'était en présence du directeur général de la RTI, ancien élève de cet établissement et parrain de cette cérémonie de célébration de l'excellence. Ces élèves des classes de 6e à celles de terminale ont été félicités pour leurs bons résultats. Patricia Omouetia. Lycée moderne de Beaunois. Ce lycée qui existe depuis 1979 a été construit sur une superficie de 15 hectares. 69 classes, dont 40 disponibles pour exactement 4369 élèves. Le calcul est vite fait. C'est environ 90 élèves par classe. Insuffisance d'infrastructures et d'équipements, des salles de classe vétustes, des locaux à réhabiliter, bref, un environnement scolaire dégradé. L'établissement est vétuste et les salles de classe sont très insuffisantes. C'était un collège au départ, donc les salles sont conçues pour des élèves de 45, 50, mais on a largement dépassé cet effectif-là. Et pourtant, malgré l'absence de ces éléments environnementaux et architecturaux de ces infrastructures scolaires, les élèves du lycée moderne de Beaunois sont comptés parmi les meilleurs de notre pays. Ils ont été primés ce jour avec des moyennes qui vont de 13 à 17 sur 20. J'ai été premier de ma classe. Le balai, est-ce que le balai est prêt? À 17,92. Au niveau de l'étude, j'étudie beaucoup. Je constate un peu de temps à l'amusement, mais j'étudie beaucoup. Et puis je lis beaucoup aussi. Pas étonnant, puisque l'un des anciens élèves de cet établissement est aujourd'hui directeur général de la RTI. Ému, il a visité les locaux de son ancien lycée avec l'ambition de contribuer à une restauration et une réhabilitation majeure des locaux. Beaucoup d'émotions de revenir dans cet établissement qui, il y a environ 43 ans, nous a accueillis ici en tant que collégiens, en 1979, de retrouver ces bâtiments, de voir même quelques arbres au planting desquels nous avons participé pendant les moments de travaux manuels. Et donc de retrouver aussi une communauté dynamique d'élèves, d'enseignants, de personnel d'encadrement. Tout le monde est interpellé, nous en tant qu'anciens, tout le lot des anciens, mais aussi toutes les autorités décentralisées. Donc je pense que des efforts vont être faits pour permettre
au lycée, ancien CG devenu lycée aujourd'hui, de retrouver, en tout cas pour ce qui concerne l'infrastructure, son luxe d'antan. Au total, 100 meilleurs élèves du lycée moderne de Beaunois se sont distingués par leur moyenne générale annuelle pour le compte de l'année 2021-2022. Cette cérémonie d'excellence vise à encourager cette jeunesse à la culture de l'effort. Dans l'actualité internationale, une nouvelle fusillade vient endeuiller les États-Unis d'Amérique. 21 personnes, dont 19 enfants âgés de 7 à 10 ans, ont été tués par un adolescent armé dans une école primaire d'Uvalde, au Texas. Identifié comme Salvador Ramos, le tireur a été abattu par la police. Selon donc les autorités locales, le suspect qui aurait agi seul a tué ses victimes d'une façon atroce et insensée. C'est ce qu'a déclaré Greg Abbott, le gouverneur du Texas, lors d'une conférence de presse. Et puis ici en Afrique, au Burkina Faso, les corps des 4 de 8 mineurs qui étaient portés disparus depuis le 16 avril dernier suite à une inondation dans la mine de zinc de Perkoa, dans le centre-est du pays, ont été retrouvés dans la nuit d'hier à aujourd'hui, annonce faite par le gouvernement. Les corps retrouvés dans une galerie n'auraient pas encore été identifiés. Les opérations de recherche se poursuivent afin de retrouver les corps des 4 autres mineurs restants. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée, Dieu garde la Côte d'Ivoire.